Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Bruxelles, le 25 septembre 1555, dans la grande salle d'apparat du palais de Coudenberg, qui est remplie de tout ce que le monde habsbourgeois peut compter d'illustres. Toutes sortes de grands personnages sont là, ils ont revêtu leurs habits de cérémonie, les rois, les reines, les régents de plusieurs provinces, ducs et duchesses, et beaucoup de chevaliers de l'ordre de la Toison d'Or, bien entendu, avec leur somptueuse tenue sur laquelle brille le petit mouton doré, n'est-ce pas ? La salle du palais est donc bien remplie, et devant tout ce beau monde, un trône vide. Le trône impérial, sans personne, puisque l'empereur n'est pas encore entré dans la salle. Vous imaginez le murmure, les interrogations. Certains, pour tout vous dire, connaissent la raison de cette convocation. D'autres en ont eu des échos, mais ils ont quand même du mal à y croire. Et puis, les moins renseignés ignorent totalement la raison de leur présence en ce jour de septembre 1555. Et puis, soudain, le voici. Charles Quint, il entre dans cette salle extraordinaire, l'empereur du Saint-Empire, roi des Espagnes, duc de Bourgogne, roi de Naples et de Sicile, et puis tout le reste. Vous connaissez l'immensité de l'empire qui s'est créé sous la couronne hispanique. C'est l'homme le plus puissant d'Europe, bien sûr, qui marche vers son trône. Quand je dis qu'il marche, il traîne un peu la jambe, pour tout vous dire. Il n'est plus du tout le jeune empereur qu'on avait connu au moment de son élection en 1519, évidemment. Tout le monde s'est levé, est-ce que j'ai besoin de vous le dire ? Charles Quint inspire, bien au-delà de ses titres, bien au-delà de cette couronne impériale, il inspire le respect et même, chez beaucoup, disons-le, il suscite la crainte. De sa main droite, il s'appuie sur une canne et de la gauche, il tient l'épaule de Guillaume de Nassau, le prince d'Orange. L'empereur n'a que 55 ans, mais quand vous le voyez, vous lui en donneriez bien une vingtaine de plus. Le voilà qui s'assied comme il peut sur son trône. Alors, plusieurs grands personnages vont prendre la parole, puis c'est au tour de Philibert de Bruxelles, le président du Conseil des Flandres. C'est lui qui a la charge à la fois glorieuse et redoutable d'annoncer que l'empereur a l'intention d'abdiquer, non seulement de la couronne du Saint-Empire romain germanique, mais de tous ses titres. Incroyable silence dans cette salle de l'Assemblée. Charles Quint entend tout de même quelques petits murmures de stupeur. Et maintenant, c'est lui qui va prendre la parole. Alors il se lève, tout en se tenant à son trône, et en français, puisque c'est la langue de l'époque, il va lire le discours qu'il a écrit lui-même. Il retrace son règne. Il parle des grands succès qu'il a remportés, mais aussi de ses échecs qu'il n'a pas l'intention de cacher. Il dit sa peine, notamment, de n'être pas parvenu à unifier l'Europe au sein d'un même empire chrétien universel. C'était cela son ambition. Il voulait créer un grand empire chrétien qui aurait couvert tout le continent, et ça, il n'y est pas arrivé du tout. Et puis, il esquisse la raison de son abdication. Il n'est plus en état, sa santé le quitte, il se sent guetté par la mort, alors il demande pardon à tous ceux auxquels il aurait pu faire du mal. Et au moment où il retombe dans son fauteuil, on voit tout simplement cet empereur redevenu très humain éclater en sanglots. Franck Ferrand sur Radio Classique. Ah ça, c'est une image que tous ceux qui ont pu la voir ne sont pas prêts d'oublier. Charles Quint, en pleurs sur son trône, alors qu'il vient de renoncer à tous ses titres. De mémoire d'homme, personne jamais n'avait assisté à une scène de ce genre. Dans les chroniques, vous imaginez, on va s'en donner à cœur joie. C'est une abdication comme on n'en avait jamais vu. Mais qu'est-ce qui a poussé Charles Quint à agir ainsi ? C'est vrai qu'il est en mauvaise santé. Il a passé sa vie à cheval pour parcourir ce trop vaste empire, totalement morcelé, comme une sorte de mosaïque décomposée. Il souffre par ailleurs de la goutte. Et d'ailleurs, maintenant, il ne se déplace plus, là, depuis quelques années, il ne se déplace plus qu'en litière, ce qui tout de même est un peu moins douloureux. Et puis, il y a tout de même
un deuil qui l'a poussé à cette décision. Sa mère, Jeanne de Castille, est décédée quelques mois plus tôt. Il était lui-même veuf depuis 16 ans et la mort de sa femme, Isabelle de Portugal, l'avait complètement bouleversé, l'avait ravagé même en vérité. Maintenant, il est marqué par la disparition de sa mère et puis il y a eu pas mal de mauvaises nouvelles également. La plus grande déconvenue est venue des États allemands quand son frère Ferdinand a dû signer avec les princes protestants la paix d'Augsbourg. Ça, c'était juste un mois plus tôt. Et c'est le saut au bas de l'échec général du rêve impérial de Charles. Ce traité reconnaît définitivement sur le plan politique le culte protestant comme égal au culte catholique. Je dis bien sur un plan politique. Vous vous doutez bien que dans l'esprit de Charles, c'est pas du tout vrai sur un plan spirituel. Le frère de Charles, Ferdinand, n'a pas fait ça de gaieté de cœur, mais que voulez-vous, c'était la réalité des choses. Ultime amertume qui a poussé Charles Quint à céder à ses successeurs toutes ses possessions. Voici ce qu'écrivent Alexandra Danet et Juan Carlos D'Amico dans leur biographie « Charles Quint, un rêve impérial pour l'Europe ». Je les cite. « Suscitant la surprise et l'étonnement dans toute l'Europe, Charles décida d'abdiquer sans attendre que la situation dans le camp impérial s'améliore. Un ensemble d'événements ayant conduit à l'échec de ses projets politiques, l'hostilité du nouveau pape, une condition physique de plus en plus détériorée et aggravée par la goutte, ainsi qu'une certaine fatigue de vivre, expliquent vraisemblablement cette décision précipitée. Charles n'était plus en mesure de faire face aux nouveaux défis qui se profilaient à l'horizon, et son fils Philippe était prêt à prendre les rênes du pouvoir. En réalité, l'empereur avait déjà fait un premier pas vers la sortie de la scène politique européenne l'année précédente, en investissant son fils du duché de Milan. Il avait aussi obtenu l'accord de Jules III pour lui transférer le royaume de Naples, reçu par Philippe en cadeau de mariage en 1554. C'est le mois suivant, en octobre 1555, que l'empereur engagea un processus irréversible devant le mener à l'abandon de son immense empire. C'est une chose de se défaire de la couronne des Espagnes, c'en est une autre d'abandonner celle du Saint-Empire romain germanique. Charles Quint est décidé à répartir ses possessions entre deux personnes. Toute la partie espagnole et donc italienne vient à son fils Philippe, qui va devenir le roi Philippe II, et tout ce qui concerne les possessions Habsbourg et la couronne du Saint-Empire, ça c'est pour son frère Ferdinand, qui deviendra donc l'empereur Ferdinand. Ce qui veut dire quand même qu'il faut l'accord du pape, et manque de chance, le pape, Jules III donc, qui était favorable aux intérêts de Charles, ce pape est mort, là, 6 mois plus tôt, et il y a un nouveau pape, Paul IV, qui alors lui n'aime pas du tout ce qui regarde les Habsbourg et les Espagnols. Il a de bonnes raisons pour ça, mais je ne vais pas entrer dans le détail. Il n'est pas prêt, en tout cas, à accepter la démission d'un empereur. Vous imaginez, si vraiment ça devait se faire, ce nouveau pape serait prêt à excommunier tout le monde. Vous écoutez Radio Classique. Quelques années plus tôt, l'empereur Charles était au sommet de sa gloire. En 1547, il y a eu 2 morts très importantes en Europe, celle de François Ier, bien sûr, mais aussi celle d'Henri VIII d'Angleterre. Et évidemment, ça a été l'apogée du règne de celui qui leur a survécu, qui concentrait de plus en plus de territoires et presque tous les vassaux possibles. Seulement, le temps a fait son œuvre. Charles sait qu'une concentration de territoires aussi impressionnante est très difficile à tenir. Et ça l'a conduit d'ailleurs à faire quelques erreurs. C'est la raison pour laquelle il partage désormais son pouvoir entre 2 personnes, entre son frère et son fils aîné. Mais le pape voit tout ça d'un mauvais œil, puisque ce pape déteste Charles Quint. Il estime que cet empereur est hérétique. Il l'a même qualifié de racaille du monde. Vous imaginez, Paul IV déplorait que l'Italie ait été contrainte à servir un peuple aussi abject et vil, dit-il. C'est vrai qu'une grande partie de la péninsule à l'époque est sous domination Habsbourg.
Une guerre a éclaté entre les États pontificaux et les armées de Ferdinand et Philippe, guerre dont les conséquences ont été très lourdes. Charles, maintenant, estime qu'il n'est plus ni de son âge, ni de son ressort de voir tout cela. Il ne veut plus s'en occuper. Alors il règle ses affaires, il cherche le meilleur équilibre entre ce qu'il confie comme trône à son fils et puis à son frère Ferdinand, ainsi qu'à ses filles, Marie et Jeanne. Il y a un homme qui comprend que tout ce Capharnaüm pourrait lui servir et pourrait servir ses intérêts. L'homme en question, c'est le successeur du roi François Ier, c'est le roi de France Henri II, qui propose de devenir l'intermédiaire pour essayer de régler un conflit qui devient intolérable, l'intermédiaire entre le pape et les différents partis du côté de Charles Quint. Et évidemment, Charles Quint ne veut pas en entendre parler. Il décide de quitter les Pays-Bas habsbourgeois pour se diriger vers son lieu définitif de retraite, qu'il a choisi dans sa chère Espagne, le 17 septembre 1556, avec ses deux sœurs, Éléonore et Marie. Il est toujours sur sa litière, le pauvre Charles. Le voilà qui se fait porter jusqu'à un navire, flotte de 56 vaisseaux pour faire une traversée qui va être difficile pour lui. Je cite Alexandra Danet et Juan Carlos d'Amico. Charles était très éprouvé physiquement en raison de la goutte qui ne lui laissait aucun répit et qui le faisait paraître plus âgé. Il peinait à marcher, ses membres étaient déformés, il était voûté. Il s'était passé presque 40 années depuis son premier voyage dans les eaux du canal de la Manche qui l'avait conduit vers la Castille. C'était à présent le dernier voyage d'un homme fatigué et malade, en quête de paix et de tranquillité, qui allait préparer son départ définitif du monde des vivants à la recherche du salut divin. Il est évident que la santé précaire de Charles, son déclin psychophysique et un important processus de sénescence avaient conditionné la politique des Habsbourg au cours des derniers mois. Sa lucidité, son sens pratique s'étaient amoindris. Charles était devenu plus acariâtre et plus taciturne que d'ordinaire. Le travail quotidien du pouvoir avait fini par l'épuiser. Il arrive sur la côte nord espagnole, à Laredo, Charles, et le voilà qui maintenant va devoir affronter de nouveau les chaos de la route. Malheureusement pour lui, toutes les villes qu'il traverse veulent lui réserver un accueil qu'on pourrait qualifier de triomphal. C'est normal, il faut se mettre à la place des gens. Et à Burgos, à Valladolid, à Salamanque, c'est un triomphe et c'est très épuisant pour cet homme qui n'en peut plus, et je dirais qu'il n'en veut plus. Charles a du moins choisi l'endroit où il a décidé de se retirer du monde. Ce sera un monastère qu'il connaît bien puisqu'il y est allé à plusieurs reprises. C'est le monastère hiéronymite de Yuste, un monastère qui suit donc la règle de Saint Jérôme, Ordo Sancti Hieronymi. Yuste se trouve à 200 de nos kilomètres à l'ouest de Madrid, dans la province d'Estrémadure. Alors évidemment, c'est un monastère. Et Charles n'a pas choisi par hasard un monastère. Cette retraite, il la veut religieuse, d'abord et avant tout. Il veut expier ses fautes. Vous imaginez ce que la vie d'empereur, ce que cette très longue et très puissante carrière politique a pu accumuler comme mauvaises actions, bien entendu. Au fil des décennies, il a dû commettre des choses pas très morales, Charles. C'est l'exercice même du pouvoir qui veut cela, et il le sait bien. Il a déjà demandé pardon. Publiquement, il a fondu en larmes au palais du Coudenberg. Eh bien, maintenant, en bon catholique, il va préparer sa fin. Il se prépare à la vie éternelle et chaque jour, il va faire dire 4 messes pour ses parents, pour sa défunte épouse, qu'il n'a jamais réussi à oublier. Et pour suivre en permanence cette messe, il s'est organisé pour qu'il y ait une sorte de fenêtre dans sa chambre qui, alors que lui reste au lit, lui permet d'assister à l'office, comme s'il était dans l'église. Il est quasiment dans l'église d'ailleurs. Ces journées vont se suivre, se ressembler un peu, rythmées par la prière, par les messes. Il lui faut préparer son âme dont il a désormais le soin avec des problèmes de santé qui s'aggravent. Il n'a que 56 ans, je vous le rappelle, mais il a beaucoup donné, alors il prie tout en faisant un peu de politique, car la politique dans sa situation n'est jamais bien loin. Franck Ferrand sur Radio Classique.
Que fait un empereur à la retraite ? Il pêche à la ligne, figurez-vous. Oui, il aime bien aller dans les temps voisins du monastère. L'empereur Charles, l'ancien empereur devrais-je dire maintenant, et il essaie de titiller le poisson. Et ceux qu'il arrive à pêcher, il les fait préparer d'une façon très artiste, parce que on a beau vivre dans un monastère, on n'en vit pas pour autant de manière monastique, monacale. On peut dire de Charles qu'il aime la bonne table, il l'a toujours aimé et ça continue. Et puis surtout, il y a sa passion. Alors là, il faut, pour le voir à l'œuvre, entrer dans une grande salle extrêmement calme où il vit au milieu de ses pendules et de ses horloges. Tout au long de son règne, l'empereur s'était entouré des meilleurs horlogers d'Europe et notamment de Giovanni Torriano, dont il aimait la compagnie et dont il appréciait la conversation. Torriano était tellement bon dans son domaine qu'il avait réussi à créer une horloge astronomique qu'on appelait Cristallino. Elle contenait un planétarium qui indiquait les heures solaires et lunaires, les positions des planètes. C'était un génie, cet homme-là. Et cette extraordinaire horloge était capable d'indiquer à tout moment la position des différentes étoiles. C'était fascinant. Le mécanisme était d'ailleurs tellement complexe que, par curiosité, après la mort de Torriano, on a démonté son travail pour essayer de comprendre comment il avait fait et on n'a jamais été capable de le remonter. Bon. Quoi qu'il en soit, il y avait maintenant 2 horlogers en permanence à Yuste qui, avec Charles, réglaient les différentes montres, pendules, horloges, automates. Et puis, il faut dire également qu'il y a un autre automatisme qui n'avait pas quitté l'esprit de Charles, c'était la politique. Ses enfants lui écrivent constamment pour lui demander des conseils. L'ancien empereur se fait un devoir de répondre le plus vite possible, y compris à son frère qui maintenant est sur le trône du Saint-Empire. L'empereur se renseigne de tout ce qui se passe. Il sait que le pape le hait toujours de la même manière, que désormais son frère Ferdinand est en guerre contre le roi Henri II. Le 12 mars 1558, ce même frère a donc été définitivement élu empereur du Saint-Empire romain germanique. Les 7 électeurs ont tous voté pour lui, ce qui veut dire que là maintenant, Charles n'est plus empereur. Oh, il se dit ravi d'être ainsi dépouillé de tout et, selon sa propre expression, de n'être plus rien. Franck Ferrand sur Radio Classique. Milieu de l'été 1558, alors là, il voit bien que ses forces l'abandonnent, Charles. Citons une dernière fois la biographie. Selon un manuscrit rédigé par un moine anonyme, l'empereur eut l'idée de célébrer ses propres obsèques de son vivant. Il ne s'agissait pas, comme cela a souvent été présenté, du désir morbide d'être spectateur de sa propre mort, mais plutôt d'une œuvre pieuse. Son confesseur, frère Juan Reila, ému par l'attitude dévote et inquiète de l'empereur, donna son accord et avança un argument qui retint son attention. Les œuvres pieuses qu'une personne fait de son vivant ont une valeur supérieure à celle faite pour un défunt. Ainsi, les 29, 30 et 31 août, on procéda au service funèbre de sa femme, de son père, de sa mère et de lui-même. Un catafalque entouré de cierges fut dressé au centre de la chapelle. C'est dans cette chapelle et en habit de deuil que l'empereur assista à la cérémonie et non pas, ainsi qu'on l'a souvent prétendu, dissimulé dans sa chambre comme spectateur de sa propre mort. Enfin, il fit l'offrande du cierge qu'il avait gardé entre ses mains au prêtre qui célébrait l'office pour témoigner symboliquement du fait que son âme était prête à se soumettre au jugement divin dans l'espoir d'obtenir son salut. Il était heureux d'avoir accompli ce rite qui, à ses yeux, le préparait dûment à son trépas. Il va vraiment tomber malade au début du mois de septembre 1558. Il y avait une épidémie dans la région, pas mal de serviteurs du palais et même des moines qui avaient des maux de gorge très forts, et c'est probablement cette épidémie de malaria qui était en train de frapper tout l'ouest de l'Espagne et qui va atteindre l'empereur lui-même. Et il sent maintenant que la fin est proche, Charles Quint. Il regarde le plus souvent possible le portrait de sa femme Isabelle, peinte par Titien. Il sait qu'il va la rejoindre. C'était le bel amour de sa vie. Elle était morte en 1539 des suites d'un accouchement. Il ne s'en était jamais vraiment remis, disons-le. Charles demande à contempler ce portrait qu'il avait commandé au Titien peu de temps après la mort de sa tendre épouse. Il faut l'imaginer maintenant, cet ancien empereur, cet ancien roi des Espagnes allongé dans son lit qui prie tout en regardant le portrait de sa femme avec autour de lui ses horloges qui indiquent l'heure et qui indiquent la date du 21 septembre
1558. Vous écoutez Radio Classique.